Bonjour, dans cette séquence, nous allons aborder la question de l'érosion des berges d'un cours d'eau en nous plaçant du point de vue de l'écoulement et de son action sur les berges. La question de l'érosion des berges se pose tant pour les cours d'eau endigués que pour les cours d'eau naturels. Après avoir évoqué l'importance de ce problème, nous décrirons la stabilité d'une berge et essaierons de quantifier l'influence que l'écoulement peut avoir sur celle-ci. Sur base de ces considérations, nous pourrons décrire les différents modes d'érosion des berges et enfin nous interroger sur le rôle que joue la présence d'eau à l'intérieur des berges. Dans les cours d'eau naturels, les berges ne sont pas fixées et peuvent évoluer lors d'événements comme des crues par exemple. C'est ce qui s'est produit sur la rivière Cavaillon en Haïti lors du passage de l'ouragan Matthew en octobre 2016. On voit ici sur la photo la station de mesure de Grand Place en 2014. Et cette même station en 2016, après le passage de l'ouragan Matthew. La berge a reculé de plusieurs mètres, mettant à mal la stabilité de la station de mesure. La situation des cours d'eau endigués est présentée ici. Souvent, pour augmenter les surfaces cultivables de part et d'autre d'une rivière, on construit des digues dans le but de contenir les eaux. Ces digues, parfois construites de manière sommaire à partir des seuls matériaux disponibles au bord de la rivière, peuvent se rompre sous les efforts de l'eau si le niveau augmente de manière trop importante, et mener à de réelles catastrophes pour les riverains, puisqu'ici, une érosion de berge équivaut à une rupture de digue. La stabilité d'une portion de berge émergée relève davantage de la mécanique des sols et de la stabilité des talus, et nous ne décrirons pas ces aspects en détail ici. Nous allons plutôt nous intéresser à la stabilité d'une portion de berge immergée soumise à un écoulement. Cette portion de berge a un volume V, comme schématisé ici. Et le poids de ce volume V de sol est W. Supprimons le plan d'eau du schéma pour le clarifier, puisque nous nous intéressons uniquement à la stabilité du volume de sol V. Si l'eau est au repos, la seule force à laquelle est soumis ce volume de sol est son poids propre W. On peut décomposer W en une composante W sinus alpha qui est tangente à la berge et une composante W cosinus alpha perpendiculaire à la berge, donc dirigée vers l'intérieur de celle-ci. La stabilité de la berge est assurée si la composante tangentielle T des efforts est inférieure à la limite de cisaillement du sol, représentée par le produit de la composante normale des efforts, N, par la tangente de l'angle de frottement interne du sol, phi. Dans notre cas, la composante tangentielle des forces est W sinus alpha et la composante normale W cosinus alpha, ce qui nous donne l'expression encadrée en vert. On voit que la limite de stabilité est atteinte pour une inclinaison de la berge égale à l'angle de stabilité phi. Maintenant, si l'eau est en mouvement le long de la berge, ce mouvement va induire un effort de cisaillement complémentaire, taux, indiqué par la flèche rouge. La résultante des efforts de cisaillement le long de la berge sera donc telle qu'indiquée par la flèche bleue, et la condition de stabilité s'exprimera par l'équation encadrée en bleu. À la limite de la stabilité, l'inégalité devient une égalité, et la contrainte taux devient taux prime C, qu'on appellera la contrainte de cisaillement critique sur sol incliné. Si on se trouve sur le lit, donc sur sol plat, où l'angle alpha est nul, la contrainte taux prime C devient taux C, c'est-à-dire la contrainte de cisaillement critique qu'on peut déterminer par exemple à partir du diagramme de Shields. L'équation se simplifie dans ce cas comme décrit ici. À partir de ces deux équations, on peut écrire le rapport des contraintes critiques de cisaillement, taux prime C sur taux C, en fonction des tangentes des angles, ou encore, après quelques manipulations mathématiques, en fonction des sinus des angles. Le graphique de gauche illustre cette dernière relation, qui nous indique la réduction de la contrainte critique de cisaillement en fonction de l'inclinaison alpha de la berge. Le graphique de droite nous rappelle quelques valeurs des angles de stabilité interne des matériaux constituant la berge, ces angles dépendant surtout de la forme des grains.
Ainsi, par exemple, une berge dont le matériau est caractérisé par un angle de frottement interne de 30 degrés et qui présente une inclinaison de 25 degrés verra la contrainte critique de cisaillement réduite de moitié. Tous ces développements nous indiquent que les sédiments seront plus facilement érodés sur les berges que sur le lit, puisque l'inclinaison des berges induit une perte complémentaire de stabilité. Mais qu'en est-il réellement de la distribution des contraintes dans une section transversale ? Des mesures en laboratoire ont montré que la distribution des contraintes dans un canal est telle qu'on observe un maximum au fond et une contrainte décroissante sur les berges, cette décroissance étant liée à la diminution de la profondeur d'eau. L'endroit critique dans une section se situera donc en pied de berge, là où la contrainte est la plus importante et où la contrainte de cisaillement critique est plus faible en raison de l'inclinaison de la berge. Cela nous amène à décrire les mécanismes d'érosion des berges, en partant du constat que l'érosion débutera en général en pied de berge, cet endroit constituant le point faible de la section, comme nous venons de le voir. Nous pouvons schématiser la situation comme suit. Sous l'action de l'écoulement, l'érosion débute en pied de berge, provoquant la mise en porte-à-faux d'une portion de berge, la rendant ainsi instable. C'est ce qu'on observe ici sur la photo. L'écoulement érode le pied de la berge, la rendant ainsi plus vulnérable. Si le matériau est non cohésif, l'érosion du pied de la berge provoquera rapidement l'écroulement d'un pan de berge, ces ruptures se faisant généralement selon des plans parallèles à la berge initiale, si l'angle initial correspondait à l'angle phi de stabilité naturelle du matériau constituant la berge. La vidéo illustre ce phénomène pour un sable non cohésif mais humide, ce qui lui confère une légère cohésion permettant la construction de la berge avec un angle de 50 degrés, supérieur à l'angle de stabilité naturelle du sable qui est ici de 37 degrés. On voit que suite à la montée rapide du niveau d'eau, les ruptures se succèdent, donnant lieu à un phénomène presque continu et à une situation finale dans laquelle les berges retrouvent une inclinaison de 37 degrés, égale donc à l'angle de stabilité du sable utilisé. La portion émergée des berges est par contre plus raide, en raison de la cohésion apportée par l'eau présente dans le sable. On peut observer sur ces photos de tels talus plans dont l'inclinaison correspond à l'angle de stabilité naturelle du matériau. Une berge en matériau cohésif, par contre, présentera des ruptures par bloc de dimensions plus importantes. En effet, ici, la cohésion interne du matériau permet à la portion de berge située en porte-à-faux au-dessus du pied de talus érodé de rester plus longtemps en place. Pour des berges en matériau cohésif, on retrouvera donc après rupture une pente plus raide, comme ici sur la rivière Cavaillon, au droit de la section que nous avons mesurée dans une leçon précédente. Pour des matériaux cohésifs, on peut également retrouver une rupture de talus donnant lieu à la forme circulaire telle que décrite dans les théories de mécanique des sols et de stabilité des talus. Il nous reste maintenant à nous interroger sur le rôle que peut jouer l'eau présente dans les berges. Dans un cours d'eau à l'équilibre, l'eau est présente aussi bien dans le lit que dans les berges, le niveau d'eau dans les berges correspondant au niveau phréatique. Lors de la montée de la crue, le niveau d'eau dans le cours d'eau va augmenter rapidement et se retrouver supérieur au niveau phréatique dans les berges. Cela induit d'une part un risque accru d'érosion de berge sous l'action de l'écoulement, puisque les contraintes de cisaillement vont augmenter, mais d'autre part, la pression accrue de l'eau peut avoir un effet stabilisant en augmentant le poids propre. On voit sur ces expériences en laboratoire qu'une montée rapide du niveau de l'eau provoque finalement assez peu de dégâts sur la berge. On observe un peu de dépôt en pied de berge, mais l'angle initial de 40 degrés est préservé. Si la crue dure un certain temps, le niveau phréatique dans les berges a le temps de s'adapter. Mais lors de la décrue, on observe à nouveau un décalage. Cette fois-ci, le niveau phréatique est supérieur au niveau d'eau dans le cours d'eau. Cette situation est dangereuse car la pression exercée par l'eau qui se trouve dans les berges et qui essaye d'en sortir contribue à déstabiliser les berges. Cela se confirme à partir des expériences en laboratoire. C'est lors de la baisse rapide du niveau d'eau que la rupture de la berge se produit réellement.
Comme le matériau utilisé dans l'expérience est non cohésif, la forme finale de la berge est plane avec un angle inférieur à 40 degrés. Nous voici arrivés au terme de cette leçon. Nous avons vu que la stabilité d'une berge dépendait du matériau qui la constituait et de la présence d'eau. L'écoulement induit des contraintes supplémentaires qui contribuent à déstabiliser une berge, l'endroit le plus vulnérable se situant en pied de berge. Bon travail pour la suite!